le délectable Paul Bourget, préfacier chéri des baronnes, se dresse en sifflotant sur sa petite queue contre l'immense artiste Barbé d'Aurevilly, qui se couche formidable dans le fond des cieux, et il s'efface. Je veux y montrer l'amour dans les âmes vieillies, le manque d'ivresse, la froideur des sens, et cependant une passion souveraine, empoisonnée, l'agonie sans doute de la faculté d'aimer, mais une agonie éternelle. C'est en ces termes que Barbé d'Aurevilly écrit sur son propre roman, des termes durs mais vrais, seulement vrais, car, et il le dira lui-même, il ne s'agit point de ce qui est beau et amusant, mais tout simplement de ce qui est. L'amour impossible, paru dans la seconde moitié du XIXe siècle, où alors a l'air de se côtoyer toutes les vieilles âmes magnifiques que le roi a oublié d'emporter avec lui dans la tombe, est le premier roman du grand Barbé d'Aurevilly, et il en reste cependant le plus méconnu. Nous contons alors l'amour impossible entre deux âmes si supérieures hélas, qu'elles se perdent en élégance et en extravagance dans une bataille d'ego qui verra vainqueur le premier à conquérir le cœur de l'autre. Et dans cette bataille se voit en réalité une aristocratie désabusée, qui, lassée de toutes les fantaisies, cherche un ultime remède à leur assédie du cœur. En somme, l'amour impossible est une véritable tragédie de boudoir. Il est né un 2 novembre, le 2 novembre 1808, qui est donc quand même le jour des morts. Et ça l'a beaucoup marqué. Effectivement, mais... C'est pas très innocent, ça, de naître quand même un 2 novembre. Et non. Et non seulement cela, mais comme il le dit aussi, lorsqu'il en parle à Trébucien en particulier, c'est dans la correspondance avec Trébucien qu'on trouve la plupart de ses allusions à sa naissance. Non seulement il naît le jour des morts, un 2 novembre, donc pendant une partie de cartes. Sa mère, vous savez, était grande joueuse chez son oncle, le chevalier de Montresel, mais il a failli mourir également pendant cette même nuit. Le cordon ombilical apparemment avait été mal noué et il perdait son sang dans son berceau, quand une des amies de sa mère qui jouait aux cartes au cours de la soirée s'en est aperçue, et c'est elle qui, heureusement, a sauvé le bébé. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Barbé, cette naissance le jour des morts, et en plus, où il a failli mourir dans son sang. Et cette couleur, comme je disais précédemment, cette couleur rouge, cette couleur du sang, cette présence du sang aussi, quelque chose sûrement qui coule à travers non seulement la vie de Barbé, mais aussi toute son œuvre. Barbé, éternel piquant, était de ces très vieilles âmes qui, alors, chevauchant une époque qui n'était que le cadavre des précédentes, souffraient en substance des émanations cadavériques de cette dernière. Ici, les termes nostalgie et mélancolique ne sont guère à promulguer. Il s'agit en réalité d'une erreur, comme il y en a beaucoup d'autres, de distiller une grande âme dans un siècle en pleine décrépitude. Et ce, comme pour leur susurrer ricanement qu'il faut des géants pour témoigner du ridicule de la taille des petits. Qu'il faut des êtres supérieurs pour comprendre et assister à l'avènement des médiocres. Barbé est souvent représenté de profil, comme s'il ne daignait pas regarder son siècle. C'est possible, effectivement, que Barbé se présente souvent de profil. Je dirais de profil et également de haut. Je pense qu'il méprise en grande partie son siècle, c'est vrai. Surtout tout ce qui s'est accentué encore par la suite et dont on voit l'aboutissement maintenant. C'est-à-dire une sorte de nivellement, une sorte d'uniformisation, d'américanisation aussi de notre culture, dans le domaine vestimentaire, dans le domaine gastronomique. Enfin, donc quantité de domaines contre lesquels, évidemment, Barbé s'est toujours élevé de son vivant. Et son port de tête, son attitude peut effectivement peut-être symboliser cette espèce de rejet de son siècle et de l'évolution qu'il pressentait déjà.
Barbey a été d'une certaine façon prophète. Mais outre un dégoût du présent et de sa conclusion, Barbey était hanté par le passé. Un passé, comprenez-vous, si grandiose qu'il en devient presque surnaturel, si inatteignable qu'il en devient presque légendaire. Barbey est un vraiment hanté par le passé. Il disait qu'il vivait au milieu des spectres, et je crois que pour lui c'était pas seulement de la rhétorique. Il était, c'est une espèce de somnambule, d'halluciné, éveillé, et pour qui le passé était plus charnellement présent, prégnant que la réalité. Bien entendu, cette chose-là s'est aggravée au fur et à mesure qu'il vieillissait, naturellement, et qu'il voyait autour de lui mourir les gens qu'il avait aimés. Et pour lui, quand il rentrait à Valognes, c'était la ville la ville sépulcre, la ville morte, une espèce de Pompéi, d'Herculanum, de ses souvenirs. Et Proust a été extraordinairement sensible à cela, n'est-ce pas, à ce sens du temps justement perdu, du temps, à cette méditation, en particulier dans un roman comme Le Chevalier des Touches, que Proust aimait beaucoup, dont on peut dire que le sujet est le temps. Et Barbey ne cesse de mettre en scène cette, on pourrait dire masochistement, ce triomphe de la mort à chaque instant. Et donc je crois que vraiment, il est complètement rétrograde, il a une imagination absolument rétrograde. C'est quelqu'un qui ne peut pas fantasmer l'avenir, absolument pas. Et alors, des choses grandioses à celles presque rigolotes, Barbey s'arrasse à en préserver le souvenir, à en emballer le témoignage, ne serait-ce que sur une dizaine de lignes. Cette manie bien connue des conteurs ne s'arrangue des mensonges du nostalgique, mais au contraire retranscrit sans artifice le cœur des choses. Et cela, Barbey le fait, sans l'hypocrisie réaliste, mais bien avec la sensibilité poétique de l'honnête homme. C'est le cas par exemple de la lassitude aristocrate, qui est le thème principal de l'amour impossible. Mais c'est aussi le cas de choses plus mineures que Barbey regrette, comme les diligences, alors modernement remplacées par le chemin de fer. Un des avantages de la causerie en voiture, c'est qu'elle peut cesser quand on n'a plus rien à se dire, et cela sans embarras pour personne. Dans un salon, on n'a point cette liberté. La politesse vous fait un devoir de parler quand même, et on est souvent puni de cette hypocrisie innocente par le vide et l'ennui de ces conversations, où les sots, même les silencieux, et il y en a, se travaillent et se détirent pour dire quelque chose et être aimable. En voiture publique, tout le monde est chez soi autant que chez les autres, et on peut sans inconvenance rentrer dans le silence qui plaît, et faire succéder à la conversation la rêverie. La nuit devint noire comme un four éteint, et dans cette obscurité, ces villes inconnues par lesquelles nous passions avaient d'étranges physionomies et donnaient l'illusion que nous étions au bout du monde. Ces sortes de sensations que je note ici, comme le souvenir des impressions dernières d'un état de choses disparues, n'existent plus, et ne reviendront jamais pour personne. À présent, les chemins de fer, avec leurs gares à l'entrée des villes, ne permettent plus aux voyageurs d'embrasser, en un rapide coup d'œil, le panorama fuyant de leur rue, au galop des chevaux d'une diligence qui va, tout à l'heure, relayer pour repartir. Et cette obsession pour le passé, son passé et celui du monde, Barbey va en tirer ses principales idées de l'âme, avec notamment le dandysme qui sera l'une de ses principales voies de l'esprit. Mais Barbey était avant tout une personnalité extrêmement piquante, ce qui, comme Blois et beaucoup d'autres, verra son succès noyé de la main des médiocres, alors jaloux et effrayés. Et pourtant, il voulait faire œuvre de journaliste, ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui n'aime pas son siècle. Oui, mais alors là, le journaliste, il faut le dire bien sûr, ça a été un gagne-pain. Oui. Barbey a été pauvre toute sa vie. Il avait juste touché un petit héritage dans sa jeunesse qui s'est empressé de jeter par la fenêtre. Et il a vraiment, nous dirions aujourd'hui, galéré et ramé dans le journalisme avec sans cesse des incidents, très souvent mis à la porte parce que les directeurs de journaux avaient peur qu'il fasse fuir les abonnés. Et
Et donc c'est quelqu'un qui a qui a gagné sa vie avec sa plume, étant payé à temps la colonne. Et aussi, il faut ajouter qu'il pensait que le journalisme était une manière, peut-être, d'essayer d'agir sur ses contemporains. Il a très vite mesuré l'inanité de ce fantasme, mais enfin, il a peut-être pu fugitivement le caresser. Brièvement républicain et démocrate, Barbey devient monarchiste au contact de l'œuvre notamment de Joseph de Maistre. Il s'éloigne d'ailleurs de la démocratie le cœur lourd, car y ayant cru, l'ayant aimé de toute sa naïveté, ouvrir les yeux est pour lui comme un deuil. Je suis radical, mais non démocratique. La démocratie est la souveraineté de l'ignoble. On peut m'en croire, moi qui l'ai aimé, et dont l'amour a été tué par le dégoût. Outre l'aspect politique, Barbey revient ensuite vers le catholicisme, pour lequel il dédie la plupart de son œuvre. Seulement, de la même façon que Blois s'évertue à vivement critiquer ce qu'il considère comme de trop mauvais catholiques, dans son monarchisme et dans sa foi, Barbey prône l'intransigeance, l'élitisme à tout niveau. Il ne supporte alors pas de voir la demi-mesure. Il ne supporte pas de voir des médiocres, sans que ceux-ci ne soient rabaissés à ce simple qualificatif, qui pourtant leur va à merveille. Et c'est aussi de cette manière que Barbey va commencer à se brûler les ailes. Mais il était en porte-à-faux avec son siècle qu'il a haï, mais en même temps, il était monarchiste, mais il s'est mis les monarchistes à dos. Il était catholique, il a tenu des propos féroces contre les catholiques. Finalement, Barbey a été détesté de quasiment tous ses contemporains. Oui, il a dit lui-même cette formule qu'on cite souvent, mais qui est d'une profonde justesse. Portrait dépaysé, je cherche mon cadre. Alors il est dépaysé, il est désœuvré, en effet, et il ne trouve pas de compagnon ni d'allié, parce qu'il va trop loin. Dans cette époque de mollesse, de compromis et de demi-mesure, les catholiques trouvent qu'il est beaucoup trop catholique, et les monarchistes qu'il est beaucoup trop monarchiste. Et donc, il est suspect, on le tient à l'écart, il est sulfureux, et il est condamné, voué à une singularité, naturellement qu'il assume et qu'il cultive, avec ce que son ami Baudelaire appelait l'aristocratique plaisir de déplaire. Alors ça, tout à fait. Le connotable des lettres. C'est ainsi que l'immense Léon Blois surnommait son maître, Jules Barbey d'Aurevilly. La rencontre des deux géants fut cruciale, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et Blois en fut bouleversé d'une telle empreinte qu'il s'en est considéré le disciple juste devant la tombe de ce dernier. À la fois romancier, essayiste, poète, critique littéraire, journaliste et polémiste, Barbey d'Aurevilly consacrera une grande partie de son œuvre à la notion du mal et du péché. C'est ainsi qu'il tentera de l'extraire, de le décrire, de l'afficher, et ce dans sa plus grande complexité. Il semblera alors blasphémer, quand en réalité il cherchera à décrire avec la plus belle des littératures ce qui est laid et immoral, le beau dans le lait dans le beau, et ce avec le manichéisme le plus soutenu. Il le tournera d'ailleurs ainsi dans la préface des Diaboliques, certainement aussi pour se protéger des critiques, mais je le crois sans mentir une seule fois. Bien entendu qu'avec leur titre de diabolique, elles n'ont pas la prétention d'être un livre de prière ou d'imitation chrétienne. Elles ont pourtant été écrites par un moraliste chrétien, mais qui se pique d'observations vraies, quoique très hardi, et qui croit, c'est sa poétique à lui, que les peintres puissants peuvent tout peindre, et que leur peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu'elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. Il n'y a d'immoral que les impassibles et les ricaneurs. Et outre cela, Barbey a toujours été un romancier de génie, ouvrant les cœurs et les affichant nus, avec leur lot de paradoxes crus et d'ambiguïtés toutes puissantes, et ce, sans artifice. Et en cela même, Barbey est un véritable chirurgien des âmes. Mais pour lui, et là on voit bien combien il est proche de son disciple filial Léon Blois, hein, Lagras et Bernanos, au-delà, Bernanos qui disait « Mon vieux maître Barbey », la chaîne, n'est-ce pas, Barbey, Blois, Bernanos, est absolument immédiate. C'est cette idée que
l'enfer, c'est le ciel en creux, selon l'inoubliable formule que l'on trouve dans une des diaboliques. Et donc, le romancier catholique, sans crainte ni tremblement, ne doit pas avoir peur de s'aventurer. C'est le chirurgien des âmes. Il doit, pour guérir les plaies purulentes des âmes, il doit s'aventurer dans les égouts, dans les cloaques. Il ne doit pas avoir peur de brasser les immondices et de prendre à bras-le-corps le péché. Barbet était de ces colosses révoltés qui, en quête de beau et d'absolu, n'hésitent pas à parcourir la plus basse fange d'une virtuosité et d'une élégance déconcertante. L'œuvre de Barbet est en cela comme celle de Baudelaire, et je trouve pertinent de les comparer sur ce seul point. Barbet ayant d'ailleurs écrit un article censuré faisant l'éloge des fleurs du mal. Des deux œuvres se présentent alors sans interdit le vice, sans artifice, complet. Il danse même, du moins il a l'air de le faire. Des deux œuvres transpirent l'incontrôlable pulsion sexuelle, parfois des plus immorables manières, et des deux œuvres a l'air de triompher parfois un blasphème tout en ironie, du moins par moments. Et pourtant des deux œuvres transpirent au final une profonde moralité, et l'on pourra alors appliquer à l'œuvre de Barbet d'Aurevilly cette parole célèbre, qui fut celle de Baudelaire lui-même au sujet des fleurs du mal. Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors il en ressort une terrible moralité. Barbet était-il perçu par la société vallonniaise? Comme un personnage peu recommandable. Le fait d'être le neveu de Pontas du Méril ne le désignait pas particulièrement à la faveur de milieux traditionnalistes, monarchistes et catholiques. Et puis, ces audaces qu'il avait dans ses romans le faisaient considérer comme un mauvais auteur. C'étaient des romans que les mères interdisaient à leurs fils de lire. Je n'aurais peut-être pas lu aussi précocement les diaboliques si ma mère ne m'avait pas interdit d'ouvrir ce livre-là. Bérengère de Gesvres avait été une des femmes les plus belles du siècle. Et quoiqu'elle eût dépassé l'âge où les femmes sont réputées vieilles dans cet implacable Paris qui pousse quelque chose si vite à sa fin, on comprenait encore, en la regardant, tous les bonheurs et toutes les folies. Elle était de cette race de femmes qui résistent autant mieux qu'aux hommes, ce qui est pour toute la meilleure manière d'être invincible. On sonna. Une grande fille faite à peindre l'air hardi et sournois tout ensemble et qu'elle appela Laurette entra pour la déshabiller. Madame de Gesvres avait pour habitude de ne jamais adresser la parole à ses femmes de service. Elle évitait par là la glose d'antichambre sur l'humeur de madame. Elle tenait ses pieds à Laurette qui, un genou à terre devant elle, se mit à délacer ses brodequins. Pendant ce temps, madame de Gesvres lisait une lettre qu'elle jeta de la cheminée après l'avoir lue et sans lui avoir fait l'honneur de la froisser. Laurette s'en était allée après avoir mis aux pieds de sa maîtresse les molles pantoufles, nourrices de la rêverie. Elle l'avait déshabillée pendant le temps que j'ai essayé de faire connaître un peu en gros et rapidement le caractère que de donner la vie à ce récit. Madame de Gesvres restait assise sur une espèce de divan très bas. Elle avait repris la lettre jetée par elle dans la coupe irisée où elle avait déposé les aigues marines de ses oreilles. Elle s'est mise à relire nonchalamment cette lettre, si vite parcourue, et qui disait alors « Madame, une de vos amies, Madame d'Anglure, a eu la bonté de vous parler de moi quelquefois. Je n'ose croire à un intérêt qui me flatterait trop, ne fût-il que la curiosité la plus simple. Mais vous avez eu la grâce de dire à Madame d'Anglure qu'elle pouvait m'amener à vos pieds. Ce n'est pas là précisément le mot que vous avez dit, mais c'est ma pensée. Retournerez-vous contre moi l'absence de Madame Anglure, qui ne doit revenir à Paris qu'au commencement du printemps? Et ne me permettez-vous pas, Madame, de me présenter seule chez vous? Agréez, Madame, etc. R. de Maulevrier. Monsieur de Maulevrier avait un mérite incontesté dans le monde. Il y jouissait d'une réputation superbe d'homme d'esprit qui, comme la fortune, était venu s'asseoir à sa porte sans qu'il lui fait la moindre avance. Son indolence était telle qu'on pouvait le voir 50 fois de suite, et ne pas connaître, comme l'on dit, la couleur de ses paroles. Eh bien, son silence lui réussissait, on le respectait comme un serpent engourdi. Il passait, à raison ou à tort peut-être, mais enfin, il passait comme un homme supérieur. Et tout cela aurait dû, à ce qu'il semblait, donner à Madame de Gesvres l'intérêt de la visite qu'elle attendait le lendemain. Mais sa pensée était si lasse. La nuit l'affaissait tellement sur elle-même, qu'elle était aussi déprise que tout que jamais en regardant sans voir le cachet qui fermait la lettre de Monsieur de Maulevrier. À quoi pensait-elle?
elle ne pensait pas. Elle avait la torpeur de cet ennui qui noyait sa vie. Nulle préoccupation n'influait sur sa manière d'être. Nul pressentiment ne l'avertissait de la nouvelle ère que le lendemain commencerait pour elle. Les pressentiments n'atteignent jamais que les êtres chez qui l'imagination domine et le cœur languit. Or, Madame de Gesvres avait beaucoup trop d'esprit pour avoir d'imagination, et son corps ne languissait pas plus que les torses de Ruben. Et c'est ainsi que, de façon excessivement abrégée par mes soins, commence et se clôture la première scène de L'amour impossible, sur l'expectative d'une rencontre entre deux êtres harassés de leur qualité, et qui tous deux avancent masqués. Ce livre nous raconte une histoire d'amour, une non-histoire d'amour pour être plus précis, entre deux personnes si épris de le ressentir, si lasses de toute autre chose, et pourtant, dans un boudoir parisien, l'amour peut exceller autant que de déraison avec pour ultime barrière l'accord mutuel de deux personnes de pouvoir seules et tout à fait maîtresses d'elles-mêmes, que ce dernier ne reste que bien peu de choses, face à l'habitude des apparences. L'amour impossible est d'abord et avant tout le témoignage d'un souvenir. Se grimant en Monsieur de Maulevrier, Barbey raconte en réalité sa propre chronique d'amour impossible avec la marquise Armance de Vallon, à qui d'ailleurs est dédicacé l'ouvrage. Madame, je mets ce petit livre à vos pieds, et fort heureusement, c'est une bonne place, car probablement il y restera. Les exigences dramatiques de notre temps préparent mal le succès d'un livre aussi simple que celui-ci. Il n'a pas l'ombre d'une prétention littéraire, et vous n'êtes point une filaminte. J'ai donc cru pouvoir vous le dédier. Ce ne serait qu'un conte bleu pour vous distraire, si ce n'était pas une histoire tracée pour vous faire ressouvenir, dans un pays et dans un monde où la science, si elle est habile, doit tenir tout entière sur une carte de visite. J'ai pensé qu'on devrait offrir à l'une des femmes les plus spirituelles et les plus aimables de ce monde et de ce pays quelques légères observations de salon, écrites sur le dos de l'éventail à travers lequel elle en a fait tant d'autres qui valaient bien mieux, et qu'elle n'a pas voulu me dicter. Agréez, madame, etc. Jules Barbey d'Aurevilly. L'œuvre, relativement bien écrite, ne brille cependant pas autant par son style que ses petites sœurs. Et le génie littéraire de Barbey d'Aurevilly, ses fulgurances grandioses qui lui vaudront le surnom de connotable des lettres, sont ici un peu jeunes pour être exprimées sans erreur. Et l'œuvre est sentie, et doit être sentie, véritablement comme un premier roman, maladroitement balbutiant déjà d'une essence géniale, plutôt que comme l'œuvre d'une vie. Ainsi, le grand style aurévillien n'est pas ici à attendre comme dans les Diaboliques ou autres ensorcelés, mais doit être considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire les premiers ébats littéraires d'un génie avec sa feuille. Ainsi, on excusera le follet de ses lettres. Cependant, le roman, qui touche alors plus à la longue nouvelle, reste excellemment bien écrit, et on observe de notables fulgurances de style propres déjà à notre cher Barbey d'Aurevilly. Cependant, et si l'œuvre passera inaperçue, c'est véritablement son auteur qui se verra durement, et je le crois parfois injustement, la critiquer. Ainsi, dès la préface, qui m'a vivement étonné avant que je n'envoie son auteur, quoique la vue de son auteur aurait peut-être dû renforcer mon étonnement, Barbey d'Aurevilly met une énergie folle à terre un récit qui n'a même pas commencé, qui n'a même pas démarré dans l'imaginaire de son lecteur, et ce peut-être par véritable sévérité, et sans doute aussi pour qu'on lui soit indulgent. Ainsi la préface, outre la vision toute personnelle que nous en donne l'auteur, ce qui est déjà merveilleux, montre à quel point, virulent tout d'abord certainement d'un impitoyable goût pour l'excellence, Barbey voulait qu'on réserve à son jeune lui toute la tolérance qu'il mérite. Et c'est d'ailleurs dans ce même espèce de but, que je crois le sien, qu'il s'énonce non pas auteur de l'amour impossible, mais critique de ce même auteur, qui, donc, le temps d'une préface, n'est pas lui. Comme si le véritable Barbey, enduit certainement d'un zeste d'excentricité dans la démarche, était véritablement né, littérairement et idéologiquement, après l'écriture de l'amour impossible. Et en ce roman, en cette nouvelle, c'est tout bonnement, et il le dit lui-même dans sa préface qui va suivre, la sépulture, la mise en bière de sa vie et de sa quête d'aristocratie, dans un monde pour lequel cela n'en a plus que le nom. Le livre que voici fut publié en 1840, bon, c'était un début, et on le voit bien. L'auteur, jeune alors et de goût horriblement aristocratique, cherchait encore la vie dans les classes de la société qui évidemment ne l'ont plus. C'était là qu'il croyait pouvoir établir la scène de plusieurs romans, passionnés et profonds,
qu'il rêvait alors. Et cette illusion de roman impossible produisit l'amour impossible. Le roman, en effet, n'est jamais que l'histoire de l'âme et de la vie à travers une forme sociale. Or, l'âme et la vie n'habitaient pas beaucoup les boudoirs jonquis de l'époque où se passe l'action sans action, de ce livre auquel un critique bienveillant faisait trop d'honneur l'autre jour en l'appelant une tragédie de boudoir. L'amour impossible est à peine un roman, c'est une chronique, et la dédicace qu'on y a laissée atteste de sa réalité. C'est l'histoire d'une de ces femmes, comme les classes élégantes et oisives, le high life d'un pays où le mot d'aristocratie ne devait même plus se prononcer. À cette époque, et si on se le rappelle, les femmes les plus jeunes, les plus belles, et j'oserais ajouter physiologiquement les plus parfaites, se vantaient de leur froideur, comme de vieux fats se vantent d'être blasés même avant d'être vieux. Singulière hypocrite, elles jouaient, les unes à l'ange, les autres au démon, mais toutes, anges ou démons, prétendaient avoir horreur de l'émotion, cette chose vulgaire, et apportaient intrépidamment, pour preuve de leur distinction personnelle et sociale, d'être inaptes à l'amour et au bonheur qu'ils donnent. C'était inepte qu'il fallait dire, car de telles affections sont de l'ineptie. Mais que voulez-vous? On lisait l'Elia, ce roman qui s'en ira s'il n'en est pas déjà parti, où sont allés l'Astra et la Clélie, et où s'en iront tous les livres faux, conçus en dehors de la grande nature humaine et bâtis sur les vanités des sociétés sans énergie, fortes seulement en affection. L'amour impossible, qui d'ailleurs est un livre de cette farine-là, n'a donc guère aujourd'hui pour tout mérite qu'une valeur archéologique. C'est le mot si connu, mais retourné et moins joyeux, de l'ivrogne de la caricature. Voilà comment je serai demain. Voilà nous, comme nous étions dimanche dernier. Et vraiment, nous n'étions pas beaux. Les personnages de l'amour impossible traduisent assez fidèlement les ridicules sans gaieté de leur temps. Et ils ne s'en doutent pas, ils se croient charmants et parfaitement supérieurs. L'auteur alors n'avait pas assez de vécu pour se détacher d'eux par l'ironie, toute du prix et sérieuse. Et voilà pourquoi les jeunes gens sont graves. L'auteur prenait réellement ses personnages au sérieux. Au fond, ils n'étaient que deux monstres moraux, et deux monstres par impuissance, les plus laids de tous, car qui est puissant n'est monstre qu'à moitié. L'auteur, qui, quand il les peignait, écrivait de la même main la vie de Brunel, a depuis furieusement changé son champ d'observation romanesque et historique. Il a quitté, pour n'y plus revenir, ce monde des marquises de Gèvres et des Rambaud de Molévrier, où non seulement l'amour est impossible, mais le roman, mais la tragédie, et même la comédie bien plus triste encore. En réimprimant ce livre oublié, il n'a voulu qu'opposer une date sur sa vie littéraire, si tant est qu'il en ait jamais eu une de vie littéraire. Voilà tout. Quant au livre en lui-même, il est en fait bon marché. Il n'a plus d'intérêt pour l'espèce d'impression, de sentiment et de prétention que ce livre retrace, et la critique, en prenant la peine de dire le peu que cela vaut, ne lui apprendrait rien. Il le sait. Jules Barbé d'Aurevilly. La première fois que je suis rentré en contact avec Jules Barbé d'Aurevilly, et ce, même si j'avais prévu de le faire depuis que j'avais lu ce qu'en avait écrit Léon Bloy, ce fut avec L'amour impossible. À l'époque, je me baladais à l'aveugle, au bord de petites routes de vallée, à moins d'1 heure de Gap, écorché des rayons d'un soleil d'été, l'ombre des montagnes me surplombant, m'évitant timidement. J'avais alors décidé de m'arrêter au prochain démiurge de la moindre oncette d'ombre. Or, loin de toute civilisation après plusieurs heures de marche, dans le creux entre deux bourgades et ne sachant plus où je me trouvais par rapport à la Durance, c'est une petite épicerie routière, dénotant bien que miraculeuse, qui m'offrit sa silhouette tremblante. Une fois au pied de cette dernière, famélique de fraîcheur, ce n'est pas en premier lieu les rayons climatisés et désertés enrobés d'une sinistre porte automatique qui attirèrent mon regard, mais bien une toute petite cabane en bois apposée non loin de cette dernière, la défiant presque dans un combat dont j'étais l'unique spectateur. Et sur le fond de cette dernière, l'on pouvait lire un petit bandeau, boîte à livres. Le concept ne m'était pas inconnu, néanmoins je ne voyais pas endroit moins cohérent que ces derniers pour l'y introduire. Et pourtant, une fois à l'intérieur, recroquevillé pour ne pas me luxer la nuque, c'est une tonne de livres qui se dressèrent devant moi. De l'oubliable amourette pour pucelle à l'inévitable dictionnaire d'après-guerre, du recueil de prières en latin aux classiques littéraires français. Tout y était comme si une ville entière s'était déversée, habitant après habitant, livre après livre dans cette petite cabane. C'était assez incroyable,
Si incroyable que je me suis pris à me demander si cette boîte à livres n'était pas plus variée et remplie que celle des plus grandes villes. Tout cela pour dire que c'est ici que je suis tombé sur L'Amour Impossible, dans son édition helvétique et élégante de 1972, dédicacée à Bernard de la part de sa marraine, et reprenant exactement la tenue, le visuel et la texture de l'édition de 1859, parue du vivant de l'auteur. Outre le fait que j'ai envié au petit Bernard une telle marraine, le livre en tant qu'objet a eu ici, non pas une importance dans la réception de son contenu, mais une certaine aura donnée à ce souvenir, qui, déjà excessivement long pour une banale balade, fut une entrée en matière plus que convaincante pour les divagations d'un jeune dandy du 19e siècle. Et bien que je me demande encore qui peuvent bien être ces gens qui donnent follettement vie à cette boîte à livres perdue au milieu de nulle part, je ne les remercierai jamais assez pour leur générosité et leur bon goût. La rencontre avec le livre et son auteur ayant été éclaircie, je peux vraiment vous révéler l'effet qu'eut ce livre sur moi. Outre le style qui certes a ses défauts, ce fut un véritable déchirement. Certes, l'auteur lui-même accepte le terme de tragédie de boudoir, et ce n'est en comparaison à des tragédies comme peuvent l'être La femme pauvre de Léon Bloy, qu'un petit drame les bourgeois de gens qui ont tout, et à qui pourtant manque l'essentiel. Des gens si libres qu'ils s'empêchent de vivre. Et ce n'est dans son essence même que cela, l'amour impossible. Mais la fin, cette fin-là, m'a profondément bouleversé. Rien que quelques mots qui la laissent se comprendre, mais elle est si cruelle. Et tout ce qui l'amorce s'ajoute petit à petit, comme le poids de tout un homme sur sa propre nuque. C'est un témoignage, rien qu'un témoignage, mais un témoignage sincère, qui déjà, à la manière si distinguée de son auteur, entre dans les gens, montrant ce qu'il y a de plus dégoûtant et à la fois de plus beau, ce qui nous empêche de détourner le regard de quelques émotions et contradictions, qui sont en substance le grand drame de tout à chacun. Et ces êtres parfaits, tels des statues grecques, tentent tour à tour de s'effriter l'une contre l'autre, jusqu'à cette fin, qui, d'une discussion, de quelques gestes et d'un regard échangé, se termine dans le désespoir le plus profond. Une tragédie de boudoir. Rien n'est plus juste que cette formule, qui alors plonge son lecteur dans une simple épisode de vie sans stricte prétention, qui formule en réalité une agonie absolue, profonde et éternelle. Et alors, comme le crache si bien le résumé le plus courant, on apprend dans ces pages, dans ce roman, que l'amour est une guerre dont l'art consiste à ne savoir ni la gagner, ni la perdre. Si l'on me demandait conseil sur la manière de débuter l'œuvre aurévillienne, L'Amour Impossible ne serait en aucun cas mon premier choix. Et alors je vous orienterai plutôt vers des chefs-d'œuvre totaux, comme Les Diaboliques, desquels émane une perfection de fond et de forme qu'on peut alors qualifier de grand Barbet. L'Amour Impossible, quant à lui, est encore du petit Barbet. Non pas dans un qualificatif réducteur, mais Barbet n'est alors pas encore né. Il n'est pas encore le grand personnage qu'on connaît. Il est Barbet, c'est une certitude. Mais il lui manque Aurevilly. Cependant, sa naissance se fait aussi avec L'Amour Impossible, qui reste le début de sa vie littéraire. Si, dit-il, il en a un jour eu une. L'Amour Impossible est pourtant selon moi une grande œuvre, une œuvre d'une profonde tristesse, mais aussi d'un profond réalisme. Il est les premières armes de Barbet, ses premières dissections, et alors que dire des premières opérations d'un chirurgien, si ce n'est qu'elles étaient nécessaires. Et bien qu'encore tremblante, elle possédait déjà ce quelque chose, qui comprend les autres mieux que ceux-ci ne se comprennent. On dit de Flaubert, pour s'en moquer, qu'il était un chirurgien. Mais Barbet d'Aurevilly, qui de sa grande subjectivité dissèque les gens en toute perfection, l'est tout autant. Comme si la seule connaissance de son microcosme intérieur lui faisait comprendre tout un univers. Flaubert, lui, dissecte pour chercher, là où Barbet dissecte pour exposer. Il sait, Barbet sait parfaitement où chaque chose des plus cachées se trouve, et il les expose. Alors bon, qui est le plus chirurgien des deux? Celui qui sait avant d'ouvrir, ou celui qui ouvre pour savoir? D'ailleurs, Barbet écrira en préface des Diaboliques sur le rôle du romancier. Ces histoires sont malheureusement vraies, rien n'en a été inventé. On n'en a pas nommé les personnages, voilà tout. On les a masqués, et on a démarqué leur linge. L'alphabet m'appartient, disait Casanova, quand on lui reprochait de ne pas porter son nom. L'alphabet des romanciers, c'est la vie de tous ceux qui eurent des passions et des aventures. Et il ne s'agit que de combiner, avec la discrétion d'un art profond, les lettres de cet alphabet-là. Pour conclure, je n'ai qu'une chose à vous dire. Lisez Barbet d'Aurevilly. Qui que vous soyez, quoi que vous aimiez, lisez Les Diaboliques, L'Ensorcelé, Un prêtre marié. Lisez, lisez et perdez-vous dans la nature humaine la plus profonde. Perdez-vous dans l'alphabet aurévillien.
qui n'est autre que celui du témoin du monde. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité.